Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet d'actualité un petit peu par rapport à ce qui s'est passé dernièrement au niveau des plateformes centralisées. Si vous ne vivez pas clairement dans une grotte, vous avez tous entendu parler des problématiques qu'on a eues avec Celsius, avec FTX, avec BlockFi et puis dernièrement avec Nexo. Je crois qu'ils ont eu un raid là dans leur office dernièrement. Je crois que c'est en Bulgarie, si je ne me Ouais. trompe pas. Donc en tout cas, on voit qu'il y a eu des gros problèmes avec les plateformes centralisées. Et là, c'est que celles sur lesquelles on a eu des soucis ces derniers temps, mais il y a eu plein de hacks, il y a eu également des personnes qui sont parties avec la caisse, il y a eu énormément de fraude. Et plus on creuse, notamment sur l'histoire de FTX, plus on se rend compte également des grosses problématiques. Et on ne parle pas forcément juste de mauvaise gestion, on parle carrément là on va dire d'illégalité. Là, ils étaient clairement dans de l'illégalité, Ouais, fraude, ouais. ouais, carrément dans de la fraude pure et simple. Et l'idée de cette vidéo, c'est d'échanger justement sur l'avenir un petit peu de ces plateformes centralisées. Est-ce que typiquement, on pense que par la suite, les plateformes centralisées auront toujours un rôle à jouer dans la suite, dans l'écosystème crypto? Ou est-ce que finalement, à terme, ça peut être dans 10, 15, 20, 30, 40 ans, peu importe, mais est-ce que la vision à terme ne serait pas justement l'idée de base des cryptos, d'éliminer les intermédiaires et donc de supprimer purement et simplement toutes les plateformes centralisées? Euh, Ça va être un peu le débat et c'est vrai que c'est pas un sujet qui est forcément simple à traiter parce que moi, je vais commencer à donner ma vision là-dessus. Après, tu compléteras si tu as des objections ou si tu n'es pas forcément d'accord là-dessus. Mais on a l'idée de base de la crypto, comme je l'ai dit précédemment, qui est justement d'éliminer les intermédiaires et d'éviter le risque de contrepartie. Quand on utilise des plateformes centralisées, aujourd'hui, on rajoute des intermédiaires et on rajoute un risque de contrepartie. Donc, on peut se dire initialement que ce qu'on fait aujourd'hui avec la crypto n'est pas en lien avec la vision de base. Néanmoins, ça reste aujourd'hui un pont important et très largement utilisé pour avoir, entre guillemets, une adoption mainstream. C'est-à-dire que si demain on veut, par exemple, envoyer des euros, il y a des plateformes décentralisées qui peuvent permettre de le faire, type BISC, mais qui sont aujourd'hui très difficiles à utiliser, qui sont clairement pas simples. En termes réglementaires aussi, ça pose tout un tas de questions. Et pour monsieur, madame, tout le monde, là, clairement, on aurait un gros problème, une grosse barrière d'entrée au niveau technologique, en termes d'utilisation, etc., etc. Donc aujourd'hui, malgré les problématiques qu'on a avec les plateformes centralisées, je pense qu'il y a un besoin pour pouvoir permettre de faire le lien, ce qu'on appelle le fiat on et off ramp, pour pouvoir faire le lien entre typiquement les euros qu'on a sur notre compte en banque pour pouvoir les envoyer ou les recevoir avec l'écosystème crypto. Si je veux envoyer des euros sur l'écosystème crypto pour acheter par exemple du Bitcoin, le faire par des plateformes décentralisées, c'est possible, mais c'est quand même très compliqué. La manière la plus simple de le faire aujourd'hui, c'est de passer par exemple par Binance ou par Kraken. Euh, Par contre, c'est vrai qu'une fois qu'on commence à être un peu plus éduqué à comment ça fonctionne, faire par exemple des swaps en utilisant des plateformes centralisées ou même en utilisant la CeFi, faire du staking sur Binance ou faire du lending ou faire tout un tas aujourd'hui d'applications qui sont proposées par ces entreprises centralisées, on est capable de faire bien mieux en utilisant la DeFi si on a justement plus cette barrière technique ou technologique, si on a réussi à passer outre. Donc je pense qu'on aura un besoin, en tout cas pour l'instant sur le court terme, on aura un besoin de ces plateformes-là pour pouvoir permettre une adoption de masse, entre guillemets, permettre aux gens de rentrer dans l'écosystème crypto. Mais par la suite, j'espère, et c'est ma vision, qu'on aura de plus en plus d'applications décentralisées qui seront plus user-friendly. J'entrevois pas un avenir sans plateforme centralisée. Je pense que ça existera toujours, mais j'espère que ça prendra de moins en moins d'importance avec la croissance et le développement des nouvelles technologies, notamment de la DeFi, avec des interfaces encore une fois plus simples, avec plus de facilité pour faire des transactions, d'utilisation, etc., etc. Je ne sais pas ce que tu en penses toi Ouais, là-dessus. après tu as touché du doigt. Moi, je pense que un des gros problèmes qui résolvent, bon, à part voilà, pour les personnes qui ont pas forcément envie de s'intéresser, à comment protéger ses cryptos, garder ses clés privées, tout ça, c'est le côté onboarding, mais aussi, outboarding, hein. Donc c'est-à-dire, le fait de rentrer dans la crypto, passer de fiat, les euros, acheter des crypto-monnaies à partir d'euros parce que voilà, si on n'a pas la base de crypto-monnaies, il faut bien les acquérir quelque part et la via principale, le moyen principal actuellement, et je pense très très majoritairement, ça reste d'envoyer
faire un virement SEPA sur un exchange pour pouvoir acheter ses premières crypto-monnaies. Mais il y a aussi le côté outboarding qu'on parle un peu moins. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris des plus-values, une fois qu'on a gagné de l'argent, que ce soit dans la DeFi, que ce soit sur la CeFi, que ce soit en ayant vendu ses bitcoins sur n'importe quel exchange, qu'on soit passé en stablecoin. Là, je parle plus le côté d'avoir de la valeur gardée, par exemple, en stablecoin ou dans d'autres cryptos, et qu'on veuille rapatrier ces plus-values en euros. Ben là encore, on retrouve le même problème, c'est-à-dire que le passage crypto-crypto, bon, il y a plein d'options en décentralisé qui se font très bien, garder du stablecoin, mais à un moment, on peut vouloir l'utiliser ou aussi vouloir sortir sa plus-value, ou dans tous les cas, la transférer en fiat pour pouvoir l'utiliser. C'est normal, c'est bien normal. Si on a gagné beaucoup d'argent, on peut avoir envie de faire des choses avec cet argent-là. Donc, il faut idéalement, avant de le sortir, savoir ce qu'on va en faire, hein, pas sortir, je ne sais pas si on a fait 50 000 ou 100 000 euros, tout sortir, on verra après. Peut-être savoir si c'est pour acheter une voiture, pour acheter une maison, pour faire partir en voyage, donc sortir uniquement ce qu'on a besoin. Au niveau de l'impôt, bon, ça peut être pour optimiser, ça peut être en fonction de là où vous vivez, ça peut être pas mal d'y penser. Mais dans tous les cas, actuellement, des alternatives qui ne soient pas louches, parce que vous savez bien aussi que sortir 50 000 euros de stablecoin à travers du local Bitcoin, ou si vous comment vous le sortez concrètement? Est-ce que vous le prenez de liquide de quelqu'un? Est-ce que vous allez recevoir sur un compte? Parce qu'il y a des services qui proposent, bon, moi je ne conseille pas du tout d'y aller, de passer des cryptos en carte de crédit virtuelle, ou de passer, mais vous vous doutez bien que pour sortir des gros montants, ou même ne serait-ce qu'utiliser ces services, ça peut amener des questions. On peut vous demander si vous transférez 10 000 euros sur votre compte, qu'on ne sait pas la provenance parce que ça ne vient pas d'un exchange KYC où il n'y a pas votre identité, ou ce n'est pas un peu officiel. Je pense qu'il y a aussi cette problématique de bon, si c'est des petites sommes, bon, pourquoi pas s'amuser un petit peu, mais ce n'est pas forcément conseillé. Mais si c'est des grosses sommes, là carrément, vous pouvez avoir des ennuis légaux, où on va vous demander la provenance des fonds, tout ça. Donc là, l'aspect privacité, vous pouvez le perdre aussi. Donc les exchanges, pour moi, ça reste quand même au moins à court moyen terme, un moyen de onboarding et de outboarding de crypto qui va être indispensable. Et je pense que les régulations qui arrivent vont aussi dans ce sens-là. Et même s'il va y avoir plus de régulations, parce que clairement, il va falloir qu'ils ne montent pas de blanche. Tout ce qui s'est passé, je ne sais pas trop comment ça se dépassera, comment ça se mettra en place. Mais bon, on a parlé de la proof of reserve, qui pour l'instant n'est pas du tout convaincante. Donc, à voir ce qui se mettra en place. Mais je pense qu'il y a eu une grosse perte de confiance dans les acteurs de l'écosystème qu'on pensait solide, même au niveau institutionnel. Il y a 3AC aussi, enfin les gros fonds d'investissement, des acteurs de CeFi, des exchanges. Bon, là, il y a Binance qui est aussi. Bon, il y a des questions. Il y a, je sais pas, ils ont sorti 12 milliards, ou je sais plus combien ils ont perdu de milliards de liquidités qui sont sortis. Donc, il y a des questionnements, même si c'est pas encore, il n'y a pas forcément lieu de se préoccuper plus que ça pour l'instant. Mais bon, il y a quand même des questionnements. Mais dans tous les cas, voilà, année 2022 pour tout ce qui est CeFi et Exchange, ça a été un peu funeste, avec pas mal de mauvaises nouvelles. Et donc, dans tous les cas, je pense qu'ils continueront d'exister parce qu'il y en a besoin, comme on l'a dit, pour différents thèmes, onboarding, mais aussi parce que quand on commence dans la crypto, comme toi, comme moi, on a commencé par là, hein, envoyer des fiat, c'est pas pour commencer à acheter, faire ses premiers trades sur un sexe, et souvent, c'est dans un deuxième temps que vient l'apprentissage de la DeFi, de s'intéresser à pourquoi. Bon, ça peut passer souvent par là, mais il va y avoir une évolution de toute façon dans la manière que ces entreprises opèrent, parce que là, clairement, ça ne peut pas continuer comme ça. Et ça se comprend aussi. On dit il faut nous laisser la vie privée, il faut nous laisser de la liberté. Quand tu vois les scandales FTX, on peut comprendre aussi, au moins en partie, que les gens demandent de la régulation et que les États et les régulateurs s'y intéressent de près, même si ça ne sera pas forcément au bénéfice de la communauté sur le long terme. Mais on peut quand même comprendre que dans une partie, quand tu as des personnes comme SBF qui font perdre des milliards et des milliards à des particuliers, forcément, ils ont envie de mettre leur nez dedans, et ça fera évoluer leur modèle et comment ils opèrent avec, voilà, ça sera fini à mon avis, les Binance qui proposent du levier fait x100, on est dans tous les pays, on propose des produits de lending, de borrowing, on tokenise des actions. Là, je pense qu'il va y avoir un gros coup de fin là-dessus, qui vont essayer de démontrer qu'ils sont solides, ceux qui restent, et qu'on avancera là-dessus, mais que dans tous les cas, c'est pas la fin, mais ça sera une évolution obligée, et même souhaitable, parce que là, voilà, c'est mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle. Donc là, clairement, ça amène à repenser, et même pour les personnes, voilà,
s'intéresser à comment garder ses clés privées. Bon, on en parle souvent, on le répétera jamais assez. Gardez vos clés privées, protégez votre vie privée. Et donc, ça sert aussi tout ce qui s'est passé pour prendre conscience de certaines choses et de l'évolution dans les exchanges, mais aussi, et je l'espère, dans la manière dont qu'auront les gens d'aborder l'investissement crypto et la gestion de leurs actifs. Après, tu vois, il y avait une question aussi que je me suis posée quand tu as parlé de la gestion aussi des clés privées. À l'époque, Mashinsky, même si c'est clairement pas quelqu'un que je porte dans mon cœur avec ce qui s'est passé, mais il avait une réflexion à l'époque qui m'avait fait pas mal réfléchir. Et il expliquait que quand on utilise des plateformes centralisées, si aujourd'hui on laisse des personnes qui ne sont pas forcément à même de gérer leur crypto-monnaie, ou tu vois, si tu prends l'exemple de tes grands-parents ou le cas, moi, de mes grands-parents, si demain même je leur explique la ledger, comment ça marche, il y a une bonne chance qu'ils ne soient pas capables, en tout cas, de le faire. Et je pense qu'il y a une partie de la population aussi aujourd'hui qui ne seront pas capables ou qui ne feront pas les choses de la bonne manière. Donc le côté self-custody, ça peut être plus risqué, entre guillemets, pour eux, que de laisser même leurs fonds directement sur des plateformes d'échange, même en prenant le risque, tu vois, de hack, le risque de faillite, le risque de malversation ou de fraude qu'on a pu avoir avec FTX. Donc tu vois, il y a toujours un équilibre entre le risque qu'on prend en utilisant une certaine méthode et le risque qu'on est capable de prendre en utilisant une autre méthode. Et je pense qu'en fonction des profils des gens, cette approche est absolument pas la même. Tu vois, si tu es un peu formé à la crypto, tu te dis franchement, stocker sur une ledger, c'est clairement pas compliqué. Mais c'est vrai que si tu prends pour des personnes qui ont, par exemple, un âge plus avancé, qui sont clairement pas dans ces nouvelles technologies, peut-être que pour eux, c'est plus risqué de leur laisser gérer leurs fonds que de le laisser en fait sur des plateformes d'échange centralisées. C'était l'argument qui était utilisé par Mashinsky à l'époque, par Celsius, et au final, bon, ça s'est révélé être comme FTX, en fait, une fraude avec toutes les problématiques qu'on a connues. Mais néanmoins, tu vois, c'est une réflexion que je me suis posée aussi. Et je me suis dit, bah ouais, c'est peut-être pas forcément bête, en tout cas, la manière dont il a exprimé les choses. Est-ce que ça veut dire pour autant que je pousserai les gens à laisser leur crypto-monnaie sur des plateformes d'échange? Absolument pas. Je pense que c'est hyper important de les avoir en self-custody, mais néanmoins, tu vois, quand on a parlé de onboarding, quand on a parlé de fiat on-ramp, off-ramp, le fait de pouvoir envoyer de l'argent et d'en envoyer sur la crypto et puis même d'en sortir de la crypto, je vois pas même une plateforme décentralisée, adoption mainstream avec pas de KYC, rien du tout, ça sera pas possible parce que si tu veux, on a le blocage qui se fait, qui ne se fait pas au niveau de la plateforme décentralisée. De toute façon, il se fera au niveau de ta banque parce que l'argent, tu vas le recevoir comment? Si tu as 20 000 balles à retirer, tu vas pas le retirer auprès d'un ATM ou un truc en physique, quoi. Ton cash, à un moment donné, il y a des limites. Si tu as des grosses sommes d'argent à sortir, il y aura un contrôle qui se fera. Donc, autant que le contrôle soit fait, je sais pas, sur des plateformes centralisées pour le coup, parce que il y aura peut-être voilà, une réglementation qui sera plus poussée et plus importante que celle qu'on a aujourd'hui. Et en plus de ça, quand on parle d'adoption mainstream, on parle beaucoup des institutionnels. Les institutionnels, aujourd'hui, ils ont besoin de réglementation, ils ont besoin de plateformes qui soient régulées, sur lesquelles il y a un protocole strict qui est lié, et eux, ils ne peuvent pas se permettre d'utiliser AV, par exemple, pour dire, tiens, c'est bon, je vais faire de la DeFi comme ça, ou je vais passer via des plateformes qui sont logées aux Bahamas, sur lesquelles il n'y a absolument aucun contrôle. Eux, il faut vraiment que ce soit carré. On peut prendre Bakkt, on peut prendre aussi Grayscale. Voilà, il y a des problématiques en ce moment aussi avec Grayscale, mais néanmoins, si on veut une adoption de masse derrière, il faut qu'il y ait un côté, un volet réglementaire. Et pour l'instant, je ne les vois pas passer, en tout cas avec des volumes d'argent aussi importants, sur des plateformes décentralisées comme on pourrait voir aujourd'hui, ou même sur certains ponts avec des fiat on et off ramp type BISC. En fait, c'est une goutte d'eau dans l'océan financier, tu vois. Et quand on parle de ce sujet-là, je pense qu'il y a la vision aussi de l'adoption mainstream. Ouais, après moi je suis peut-être un peu plus, même pas forcément nuancé, mais plus hardcore sur un certain point de vue. Parce qu'au final, je vois bien, pour les moyens de paiement, donc utiliser stablecoin, mais peut-être des CBDC, bon, on verra. Là, pourquoi pas utiliser du centralisé. Après, c'est vrai que je considère que quand tu veux investir dans la crypto-monnaie, il faut quand même comprendre un minimum dans quoi tu investis. Donc, c'est-à-dire, je dis pas forcément utiliser de la DeFi, aller faire des choses comme ça, mais ne serait-ce que savoir ce que c'est une clé privée, comment la conserver et juste acheter et sortir d'un exchange. Si tu sais même pas
que tes crypto-monnaies, ça correspond à une clé privée, que c'est cette clé privée qui te donne accès à tes crypto-monnaies sur la blockchain, que c'est pas ni l'exchange, ni ton wallet, ni quoi, qui que ce soit, que tes crypto-monnaies, en tous les cas, sont sur la blockchain. Enfin, il y a un principe de technologie de base qu'il faut quand même comprendre avant d'investir. Et c'est vrai que du coup, des personnes qui investissent et qui achètent par exemple du Bitcoin, qui le laissent sur un exchange et qui font rien de plus, c'est vrai que ça questionne aussi pourquoi tu investis là-dedans, quoi. Enfin, c'est vraiment La un niveau de responsabilité des gens, quoi. la responsabilité et le niveau de connaissance dans l'investissement en général. C'est-à-dire, si tu investis dans une action particulière que tu n'as même pas creusée, c'est du gambling, quoi. Pour moi, tu n'aurais même pas dû investir à la base. Après, beaucoup de personnes, malheureusement, qui sont dans cette optique de je n'ai pas trop me renseigner, j'ai entendu qu'on pouvait faire ça rapidement. Et c'est plus l'événement, quoi. C'est plutôt que le processus. Je ne vais pas chercher à me former, je ne vais pas chercher à réfléchir. Je ne vais pas trop prendre la tête. Le plus simple, c'est quoi c'est d'envoyer, acheter et laisser là. Je fais ça. Et voilà. Et du coup, moi, après, c'est personnel. Mais du coup, c'est vrai qu'une approche d'investissement comme ça, mais si c'est pour faire ça, investis pas là-dedans, quoi. T'as pas envie de t'embêter, renseigne-toi sur les fonds de placement commun, les ETF, les fonds d'excès, mets ton argent là-dessus, tu ne te prends pas la tête. Après, bon, tu as les rendements qui vont avec, mais c'est vrai qu'aller dans la crypto, et alors, je dis pas forcément au début, mais ne pas chercher à se former. Et, par exemple, il y a des gens sur FTX qui ont acheté du Bitcoin il y a 3 ans et qui l'ont laissé là et qui n'ont rien fait. Et moi, ça me paraît fou, quoi, tu vois. Mais, donc, Ouais, du non, coup, mais je c'est suis vrai d'accord. que cette partie-là, je la comprends pas trop. Après, c'est vrai que par exemple, sur les NFT, sur des cas d'utilisation plus spécifiques qui serviront l'adoption, il faudra peut-être passer par des acteurs centralisés pour les paiements, notamment sur les stablecoins, les CBDC. Il y aura peut-être des choses qui se mettront en place où il y aura des acteurs centralisés, mais pas forcément dans la logique d'investissement. Ça sera plus la logique utilitaire. J'achète, je fais passer de fiat à une crypto, à un token, à un NFT dans tous les cas, mais pour en avoir une utilité et pas forcément dans une logique d'investissement. Du coup, la partie acteur centralisé, pourquoi pas. Après, si c'est vraiment dans une logique d'investissement, moi, je considère qu'il faut quand même acquérir une certaine base de connaissances et du coup, voilà, on peut s'en servir des acteurs centralisés pour certaines choses, mais après, il faut quand même essayer d'aller un peu plus loin. Et je pense que ça a démontré ses limites. Et actuellement, c'est vrai qu'avant, j'étais un peu comme toi, tu vas dire oui, pourquoi pas, les personnes, c'est plus facile. Là, clairement, ils ont démontré qu'ils n'en étaient pas capables, quoi. Tout simplement, il y a toutes les entreprises de CeFi, les exchanges. Bon, on peut faire confiance à personne. Enfin, on le savait, mais là, ça a été confirmé. Tous les 2 mois, on a une mauvaise nouvelle. Donc là, je pense que si les personnes qui n'ont pas compris ça, voilà, il faut quand même bien prendre en compte cet aspect-là et bon, pourquoi pas l'utiliser, mais au moins comprendre, voilà, ne serait-ce que rapatrier vos fonds sur un wallet privé, pas forcément même un hardware wallet, tout simplement un web wallet. Bon, après, c'est pas forcément idéal, mais tout simplement, voilà, vous achetez, vous sortez vos cryptos et vos clés privées de l'exchange, vous récupérez ça et après, pourquoi pas développer, mais il y a quand même toute cette notion-là qui est peut-être un peu moins nuancée que ce que tu peux avoir toi, mais voilà, ça m'énerve un peu de voir des gens qui se font Après, avoir bêtement, tu vois, c'est plus pour eux que pour moi, parce que moi je me dis, moi je m'en fous, je suis pas concerné, mais c'est vrai que pour eux ça fait mal au cœur, tu te dis, mais c'est pas possible, t'as pas fait ça quand même, mais si, tu vois, ils sont laissés avoir, et bêtement, et je pense que ça arrivera encore, tu vois, nous on est différents, on a des preuves de réserve, on a tout ça, et encore une fois ça arrivera, enfin dans la finance ça arrivait, Bernard Madoff, voilà, FTX au final c'est juste un autre type de Ponzi un petit peu, tu vois, utiliser le fonds des clients pour aller faire d'autres opérations. Et au final, c'est juste une extension de ce qui se passe dans la finance normale, qui est dans les cryptos, mais c'est pas les cryptos, c'est pas ça. C'est lui, il a juste pris un modèle classique de scam qu'il a transposé à la crypto. Mais voilà, c'est pas la crypto. Mais je pense qu'il y aura, voilà, c'est de dire que c'est fini, ça serait une utopie. Et il y aura d'autres. Malheureusement, il y aura d'autres FTX. Et du coup, c'est jamais trop tard, mais il faut se renseigner et prendre un peu conscience dans quoi on investit, quoi. Sinon, faut pas y aller, quoi. Si ça Après, nous fait après, peur. après, moi, je suis d'accord avec toi et l'idée de base qu'on propose et de tout ce tout ce qu'on on présente comme information sur cette chaîne YouTube, c'est à chaque fois le self-custody, éviter les plateformes centralisées. D'ailleurs, nous, à titre personnel, on les utilise presque plus, hein, à part juste pour le fiat on-ramp, si tu veux envoyer des cryptos, des euros par exemple dans l'écosystème crypto, tu vas passer par une plateforme centralisée type Binance ou Kraken par exemple aujourd'hui. Mais néanmoins, tu vois, quand on fait des swaps, quand on va faire des échanges, quand on va faire des rendements, quand on va essayer de faire du lending, du borrowing, etc., du staking, on va absolument plus passer, en tout cas à titre personnel, on va plus passer du tout sur des plateformes centralisées. Et on laisse absolument rien sur ces plateformes-là. Après, moi, l'idée de base et la réflexion que j'avais, c'était si jamais vraiment on veut une adoption mainstream, un peu comme Internet aujourd'hui, il y a
quand même une grosse partie de la population aujourd'hui qui a accès à Internet. Et quand tu vois la gestion, par exemple, des données privées des gens qui utilisent Internet aujourd'hui, la gestion de leurs mots de passe, etc., tu vois, je me dis aujourd'hui, des fois, pour certaines personnes, c'est catastrophique. Pour autant, ils peuvent utiliser ces technologies. Et moi, c'était plus par rapport à ça, tu vois, de me dire, si on veut une adoption de masse et si on veut vraiment que monsieur et madame tout le monde puissent utiliser la crypto-monnaie et pas juste d'un point de vue spéculatif, hein, ça c'est important. C'est-à-dire que si tu veux investir, aujourd'hui, on en est au stade tel qu'on est à l'heure actuelle, oui, faut que tu te formes dans tous les cas, il faut que tu fasses les choses correctement. Mais si tu veux juste l'utiliser, aujourd'hui, utiliser la crypto-monnaie pour envoyer des fonds, je sais pas, d'un wallet à un autre wallet, etc. Aujourd'hui, les outils qu'on a sont quand même complexes, tu vois, par rapport pour une adoption mainstream, tu vois. Et moi, c'était plus par rapport à ça. C'est-à-dire que si demain, on veut vraiment permettre aux crypto-monnaies d'avoir une vraie utilité et que ce soit véritablement utilisé d'un point de vue mondial et que ce soit pas juste vu comme étant un, vu comme un moyen de pouvoir spéculer ou pour gagner de l'argent, là, pour le coup, il y aura un rôle, je pense, des plateformes centralisées avec, tu vois, des gens qui auront des crypto-monnaies sur leur téléphone portable, qui ne seront pas des cold wallets, mais qui seront peut-être des hot wallets. Donc, ça posera aussi d'autres problématiques. Mais tu vois, c'était plus par rapport à ça. En termes d'utilisation aujourd'hui, si on veut une vraie adoption de masse, il y aura de toute façon des gens qui ne feront pas le travail pour pouvoir faire le self-custody, pour protéger leur crypto-monnaie. Comme on voit aujourd'hui, l'écrasante majorité des gens, et c'est une majorité, hein, des gens qui ne veulent pas gérer leur argent. Moi, je fais des vidéos très régulièrement sur ma chaîne YouTube Éternel étudiant en parlant par exemple des ETF. Ça fait partie des points que j'évoque sur cette chaîne. D'ailleurs, si c'est des sujets qui vous intéressent, hein, tout ce qui est lié à la bourse, finances personnelles, entrepreneuriat, etc., je vous mettrai le lien de ma chaîne dans la description de la vidéo et ça permettra ça complète très largement ce qu'on présente sur Tokens Invaders, notamment qui est plus axé sur la crypto. Mais quand on regarde aujourd'hui, l'écrasante majorité des gens ne souhaitent pas gérer leur argent juste parce que tu as un banquier qui a une jolie cravate, juste parce que tu as un gestionnaire de fonds qui a peut-être fait un bac plus 5 dans la finance. On va se dire, tiens, cette personne-là est plus à même de gérer notre argent. Sauf que quand tu regardes des études, notamment l'étude Spiva, qui te montre que l'écrasante majorité des gestionnaires de fonds et des professionnels ne sont pas capables de faire mieux que le marché. Pour autant, tu es obligé de les payer extrêmement cher. Ça va venir rogner ta performance, etc., etc., parce qu'ils font de la gestion active. Et même en voyant ça, même en se rendant compte qu'on est capable de faire mieux que ces gestionnaires de fonds, en n'essayant pas de battre le marché, mais en essayant d'être tout simplement le marché, en investissant dans des index funds, donc alors ça peut être des fonds indiciels, mais ça peut être aussi donc juste dans des ETF spécifiques, type un ETF MSCI World ou un ETF S&P 500. En termes de barrière d'entrée, clairement, c'est pas difficile, mais les gens ne le font pas parce qu'ils n'ont pas confiance ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie de s'emmerder. Ils n'ont pas envie de s'embêter à faire tout ça, tu vois. Et je me dis, ça représente aujourd'hui la majorité de ce qui existe, parce que l'écrasante majorité des gens aujourd'hui font ça. Peut-être pas ceux qui regardent cette chaîne YouTube parce qu'ils s'intéressent à l'investissement, ils s'intéressent un petit peu à toutes ces thématiques-là. Mais l'écrasante majorité des gens, ils ont quoi? Ils ont un livret A, ils ont une assurance vie, ils font du Pinel dans l'immobilier et c'est tout, quoi, pour les plus avancés d'entre eux, hein. Mais l'écrasante majorité d'entre eux, justement, ne font pas de la gestion passive avec des ETF en investissant dans la crypto. Et donc, si on veut une adoption de masse, je pense qu'il y a un travail énorme à faire sur les outils aujourd'hui qui sont disponibles parce qu'aujourd'hui, ils sont clairement pas ergonomiques et ils sont clairement pas user-friendly. Et encore une fois, je parle pas de l'aspect spéculatif, je parle vraiment juste de l'aspect utilisation. Et c'est là où je pense qu'aussi les plateformes centralisées auront un rôle à jouer, tu vois. Et je te rejoins aussi parfaitement sur le, le principe que si aujourd'hui on veut investir dans la crypto-monnaie et qu'on veut gagner de l'argent et qu'on veut l'utiliser plutôt d'un point de vue spéculatif, bon bah voilà, ça implique aussi des fortes responsabilités. Et donc là, pour le coup, si on achète des crypto-monnaies, on ne sait pas comment les sécuriser, on ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas comment ça fonctionne, etc., etc. Bon bah là, oui, on laisse la porte ouverte à des grosses problématiques de perte de fonds, de hack, etc. Et donc souvent, la majorité des personnes qui perdent de l'argent, souvent, c'est des personnes qui ne sont pas suffisamment formées. Ouais, bah après, deux points là, hein, par rapport à ce que tu viens de dire, qui vont être complémentaires. Tout simplement, le premier, et ça c'est dans la crypto, c'est dans l'investissement, mais c'est dans la vie en général, les gens ce qu'ils veulent, ça je l'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est plus les événements que les processus. C'est-à-dire, ils veulent devenir riches, ils veulent devenir maigres, ils veulent devenir ce que vous voulez, quelque chose qui est enviable d'une certaine manière ou qui désirent, mais ils veulent pas se taper tout le processus, donc se renseigner, se prendre des gamelles, passer en rentrant du boulot, taper des vidéos, aller regarder
des conférences, voilà, lire des bouquins pour se renseigner et passer du temps. Voilà, Faire des erreurs aussi. Ouais, faire des erreurs, passer du temps pour rien, passer 3 heures, essayer de configurer un wallet, tu n'y arrives pas parce que c'est un truc chiant, bon ben voilà, tu as perdu 3 heures, bon ben tu as quand même appris, mais tu as aussi perdu 3 heures, donc ça, personne n'a envie de le faire. Par contre, les gens, ce qu'ils aimeraient bien, c'est investir le plus facilement possible et que les centaines de milliers d'euros, les millions, idéalement, tombent sur leur compte. C'est pour ça qu'il y a tous les groupes, si vous regardez sur Reddit, tous les groupes de communauté, c'est Moonboys, c'est Moonshot, le prochain x1000. Mais voilà, toutes ces personnes-là, ils ne s'intéressent pas vraiment à l'investissement. Ce qu'ils veulent, c'est juste l'événement qui pensent possible. Mais c'est comme les joueurs du loto, quoi. Ils disent, je joue mon ticket, je vais avoir 1 million d'euros qui tombe, et voilà, on ne se préoccupe pas de tout ça. Mais du coup, deuxième point, le corollaire de tout ça, c'est que si vous faites l'effort de vous renseigner, plus les barrières d'entrée qui existent actuellement, plus se renseigner sur l'investissement, là, par contre, vous êtes dans un niveau beaucoup plus élevé que la plupart des gens, et c'est là où vraiment vous pouvez faire la différence, plus que même que le gestionnaire de fonds et tout, il n'y avait pas forcément d'être, mais juste de vous pouvoir surmonter les barrières techniques qui sont quand même conséquentes, mais c'est pas non plus insurmontable. Voilà, ça demande de passer à chaque fois quelques heures sur YouTube, sur des articles de blog pour comprendre un peu comment ça marche, mais c'est pas non plus insurmontable. Après, vous pouvez avoir des inconvénients si vous ne parlez pas anglais, il faudra peut-être traduire, ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais utiliser un protocole, utiliser un wallet, je pense que dans tous les cas, si vous êtes normalement constitué, comme la plupart des gens, c'est quelques heures, voire voilà, entre 5 10 heures, grand maximum de travail à chaque fois. Donc, petit à petit, et si ça vous intéresse, je pense qu'il y a quand même moyen d'apprendre beaucoup plus et de rentrer dans ce processus qui fera qu'au final, vous aurez des résultats plus importants que la plupart des gens qui sont juste dans l'expectative d'avoir un rendement et une plus-value sans rien faire, sans mettre les efforts. Et du coup, c'est presque c'est un peu même si c'est pas forcément souhaitable, mais c'est normal qu'il y ait des gens qui se fassent rect. Et du coup, si vous vous mettez un peu au-dessus, mais déjà vous limitez beaucoup les cas. Bon, après, c'est pas dit, il y a moyen de faire plein d'erreurs et tout, mais déjà, si on ne fait pas l'erreur au début, enfin, si on ne fait pas l'effort au début de se former, de comprendre dans quoi on investit, après, il ne faut pas s'étonner, quoi. Non, puis surtout après, il y a toujours le rapport entre l'effort qu'on va mettre pour les résultats qu'on veut obtenir. Comme tu l'as dit au début, la plupart des gens, c'est je mets le moins d'efforts possible et j'essaie d'avoir le plus de résultats possible, justement. Et en général, ça marche pas, hein. Dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, dans les finances personnelles, dans tout ce qu'on fait dans la vie de manière générale, plus on va faire d'efforts, plus on va avoir de probabilités et de chances en termes de statistiques d'avoir des résultats qui soient intéressants. Ça peut être dans le sport, ça peut être dans n'importe quel type de choses en fait qu'on va faire, dans les études, dans n'importe quoi. Et c'est vrai que dans la crypto, il y a un peu cette expectative de se dire, tiens, il y a eu des gens qui n'ont rien fait, qui ont investi sur une vieille ICO en 2015, et puis aujourd'hui, ils sont multimillionnaires, voire multimilliardaires. Bon, bah, ils ont réussi à le faire, moi, pourquoi j'y arriverai pas? Et je pense que c'est un sujet qu'on traitera aussi dans des prochaines vidéos, mais la pire chose qui puisse arriver, je pense, même pour un jeune, et pas que, c'est de gagner beaucoup d'argent rapidement avec la crypto, même si c'est ce qu'on recherche, enfin ce que beaucoup de personnes recherchent typiquement, parce que ça, pour moi, ça tue ta productivité, ça tue tout un tas de choses, parce que typiquement, si tu investis sur un vieux shitcoin, un vieux memecoin, le memecoin, il pump, il fait 1 x 100, 1 x 1000, tu deviens multimillionnaire. Bon, bah, tu dis au final, on m'a toujours dit que gagner de l'argent, c'était difficile. On m'a toujours dit que gagner de l'argent, c'était quelque chose de dur, qu'il fallait trimer, qu'il fallait avoir des compétences, qu'il fallait faire de l'entrepreneuriat, etc. Toi, tu te retrouves avec un niveau de patrimoine ou avec un niveau de revenu qui est très largement supérieur par rapport à ton seuil de compétences. Ce qui se passe, c'est que la seule chose que tu connais aujourd'hui, c'est que la seule chose pour toi, pour gagner de l'argent, c'est de faire du gambling et de faire un all-in, par exemple, sur un vieux shitcoin. Donc, en termes de probabilité, de statistiques, tu as beaucoup plus de chances de ne pas capitaliser justement sur cet événement qui a très peu de chances de se répéter, qui est en fait une occurrence et qui n'est pas une récurrence. Donc, tu vas faire en sorte de te dire, tiens, c'est simple de gagner de l'argent. Donc, tu as fait un all-in sur un projet, ça a marché. Ce que tu vas faire, c'est que par la suite, tu vas refaire un all-in sur un autre projet. Tu as de très fortes probabilités de perdre l'intégralité de ton capital et de perdre l'intégralité de ton argent. Et donc, qu'est-ce qui se passe après? Tu t'es dit, j'ai pu gagner de l'argent une fois, beaucoup d'argent en ne faisant rien, même si aujourd'hui j'ai tout perdu. La seule chose que tu connais, c'est de faire du gambling, de faire des all-in sur des projets. Et tu vas faire ça peut-être 5, 10, 15, 20, 30, 50, 60 fois. Et peut-être ne jamais regagner de l'argent ou le capital que tu avais pu générer initialement parlant, parce que c'était une occurrence et non pas une récurrence. Et donc, au lieu de développer des réelles compétences entrepreneuriales dans l'investissement, des choses qui vont te permettre de rebondir si jamais ça ne se passe pas bien, parce qu'il faut savoir que l'argent, ça va, ça vient. Hein. Avec Mickaël, Théo, on a gagné beaucoup d'argent, on en a aussi perdu beaucoup, hein, ça fait partie du processus.
Mais du coup, ça, je pense qu'il faut arriver à l'intégrer et de comprendre que la manière de gagner de l'argent, en tout cas pour peut-être atteindre l'indépendance, la liberté financière ou de devenir riche, c'est vraiment un processus. Ça prend du temps. Mais voilà, en tout cas, pour atteindre ces objectifs-là et puis éventuellement pour, à terme, peut-être quitter votre job salarié, les crypto-monnaies, ça peut être un levier intéressant, mais de rechercher à tout prix à faire le prochain fois 100, le prochain fois 1000, le prochain 10 000, là, vous vous exposez à des risques qui sont démesurément élevés, démesurément importants, et vous avez beaucoup plus de chances de perdre de l'argent sur le long terme, parce que là, c'est clairement plus du gambling, alors que si vous avez une vraie méthode, une vraie stratégie, une vraie approche qui va être éprouvée, qui va vous correspondre aussi, certes, vous aurez peut-être des résultats moins importants que quelqu'un qui va faire du moonshot sur un instant donné, mais sur le long terme, justement, vous allez avoir pour objectif d'extraire une performance du marché, de capitaliser sur cette performance de marché-là, et par la suite d'avoir une vraie méthode qui va marcher pour vous sur le long terme. Donc ça, c'est important, c'est un petit peu éloigné du sujet initial, mais je pense que c'est important de le dire. Bon, on va s'arrêter sur ce sujet de vidéo-là, parce que ça fait déjà plus de 31 minutes qu'on est ensemble. Si vous avez des suggestions, des interrogations ou des sujets que vous aimeriez qu'on traite dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires. Je vous mets 2 liens importants. Le premier, c'est vers la chaîne de Théo, Aventure Crypto. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Il y a un contenu qui est très complémentaire de ce que nous, on peut proposer justement sur TI. Je vous mets le lien aussi de mon autre chaîne YouTube, Éternel étudiant, dans lequel je parle beaucoup plus de mon parcours, de ce que j'ai fait et de toutes les étapes que j'ai mis en place pour atteindre la liberté financière en moins de 4 ans et demi en partant de zéro. Donc tout ce qui est lié au levier entrepreneurial, investissement de manière générale, les finances personnelles, etc., etc. Et un autre lien aussi, c'est pour tous ceux qui veulent se former à l'écosystème crypto, notamment pour profiter de ces périodes-là. Au moment où on tourne cette vidéo, on est toujours en bear market. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais néanmoins, il y a un programme de formation offert que vous pouvez rejoindre de plusieurs heures. Le lien est dans la description de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous rentrez votre adresse mail, un mot de passe et vous pourrez vous connecter directement sur votre espace moment. On vous souhaite une excellente fin de soirée et puis on vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.